Il y a un truc qui est formidable dans l'attention, c'est que c'est pas du tout irréversible. Il suffit de commencer à se prendre en main, à se dire bon, c'est pas de ma faute si c'est devenu comme ça. Par contre, une fois qu'on sait que c'est pas de notre faute, c'est par contre de notre responsabilité de changer ça. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Fabien Olicard. Entrepreneur, auteur et mentaliste, Fabien a cette capacité rare à rendre simple ce qui semble complexe. Dans ses vidéos, ses livres ou sur scène, il nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour mieux vivre avec. Dans cet épisode, on va parler concentration, mémoire, gestion du temps, mais aussi procrastination et charge mentale pour transformer son cerveau en allié plutôt qu'en adversaire. Salut Fabien et merci d'être là. Salut, c'est un plaisir, merci beaucoup. Mais moi aussi c'est un plaisir et je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui et j'ai une première question qui est comment tu vas ? Et si tu étais une émotion, laquelle tu serais ? J'ai l'impression d'être redevenu un enfant. De quelle couleur est ton émotion aujourd'hui, mon petit Fabien ? Comment je vais ? Je vais très bien, je te remercie. Je fais partie de ces personnes qui ont la chance d'être souvent en forme, d'avoir un sommeil de qualité qui est vraiment très bon pour toutes les fonctions cognitives et donc pour réguler les humeurs. Et si j'étais une émotion, je serais un tout petit peu stressé parce que j'ai un peu de retard sur un projet. Et je sais que je vais le rendre à temps, sans aucun problème. Mais tant que je ne l'aurai pas commencé, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le démarrage qui a pris du retard, ça me stresse un petit peu. J'ai hâte de m'y mettre. Et est-ce que tu peux te présenter justement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je ne sais pas quelle facette il faut présenter, parce que je pense qu'en 2025, on est tous plein de fonctions différentes. Donc, moi, intrinsèquement, je suis quelqu'un de très curieux. C'est peut-être ce qui me définit le plus et qui aime bien retransmettre aux autres les choses que j'ai découvertes via ma curiosité, qui est souvent en rapport avec le cerveau. C'est pour ça que j'ai l'étiquette de mentaliste, parce que sur scène, je fais du mentalisme. Je fais des vidéos sur ces thématiques-là. Donc, dans ces cas-là, je suis vidéaste. J'ai écrit une dizaine de livres sur le sujet. Donc, dans ces cas-là, je suis auteur. Donc, voilà, j'ai une espèce d'utilisation de ce domaine infini qu'est la connaissance du cerveau pour l'exploiter dans plein de métiers différents, souvent artistiques ou pédagogiques. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel ? Bien sûr. J'ai arrêté ma scolarité juste avant le rattrapage du bac. Donc, ça sous-entend que je ne suis pas allé au rattrapage du bac. Oui. Et ensuite, j'ai tenu un restaurant du côté de La Rochelle. Okay. J'ai travaillé en restauration. Et ensuite, j'ai donné des conférences sur le sujet du cerveau par des heureux hasards. Puis, j'ai fait de la scène par un heureux hasard. Puis, j'ai fait des vidéos par un heureux hasard et des livres par un heureux hasard, etc. Ça s'est fait dans cet ordre-là. Je travaillais beaucoup à l'étranger avant 2011 par des heureux hasards. Alors, ce que j'appelle tous les heureux hasards, c'est que comme je n'avais pas de plan de vie, c'était très facile d'être agile et flexible aux propositions, aux opportunités. Je ne perdais rien. J'avais pas à faire un deuil des efforts fournis dans une direction. Et j'avais juste à me dire, ah bah tiens, c'est rigolo. Et donc, ça m'a permis d'essayer plein d'embranchements. Et quand ça me plaisait et qu'en plus, c'était corrélé avec, ça me plaît et ça fonctionne un peu, il n'y avait aucune contre-indication à continuer dans cette direction-là, quoi. Et elle te vient d'où, cette passion du cerveau, justement, jusqu'à en faire des conférences ? Aucune idée. C'est vraiment, j'ai aucune idée de ça. C'est vraiment, ça a matché. Je crois que quand on est petit, en fait, il y a plein de trucs qui se présentent à nous. Alors, on va les tester. La musique, le dessin, le sport, j'en sais rien. Et puis, il y a quelque chose, ça te parle plus qu'autre chose. Pourquoi, j'en sais rien. Jacques Brel, il disait que le talent, c'est d'avoir le goût de faire quelque chose, de l'envie de faire quelque chose. Je crois que c'est un petit peu vrai. En l'occurrence, j'ai un souvenir assez précis de moi qui apprends à faire un tour de magie dans un vrai bouquin. J'ai 8 ans, mais c'est un vrai beau tour, tu vois. Je le fais à mes parents et je suis bluffé que mes parents ne comprennent pas instantanément comment j'ai fait, parce que je leur prête une certaine intelligence.
Et je me dis, grossièrement, je me dis, si la pièce, elle n'est pas dans ma main gauche, c'est que je l'ai cachée dans ma main droite. Il devrait comprendre ça, quoi. Et non. Et donc, j'en parle à ma mère à cette époque qui me dit, tu vas à la bibliothèque du village où je passais ma vie et puis tu demandes des livres sur le cerveau, tu vas trouver l'explication. Donc, je prends des livres sur la psychologie. J'ai 8 ans, hein, donc je ne pipe rien de ce que je lis, mais je découvre un truc un peu fascinant et des choses connexes qui sont l'art de la mnémotechnique, tu vois, l'utilisation de sa mémoire, des trucs comme ça. Et ça me plaît. Je crois que j'aime bien résoudre les choses. J'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses. Et le plus gros casse-tête que je connaisse, c'est sûrement le cerveau. Et c'est pour ça que ça m'a fasciné, quoi. Ok. À 8 ans, c'est drôle de s'intéresser à... Tu veux une anecdote marrante ? La réponse est oui, j'imagine que je vais te la raconter. Vas-y, raconte-moi. Mais il y a 2 ans de ça, j'essaie toujours de théoriser un peu sur ma propre vie et de me comprendre. Et il y a 2 ans de ça, je me suis dit, c'est fou. Les trucs qui font que quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'amis, parce que c'est une réalité, j'avais pas de problème d'intégration ou de harcèlement à l'école. Je pense que globalement, tout le monde m'aimait bien, mais j'étais plutôt dans mon coin. Donc primaire, collège et un peu moins le lycée. Et je me dis, les raisons qui font que j'étais un peu isolé à l'école sont les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai plein de gens qui veulent être mon ami ou qui font que mes domaines professionnels ont du succès. C'est un peu rigolo, hein, ce parallèle-là, de se dire je me suis jamais trahi sur qui j'étais et ce que j'aimais, et finalement ce qui m'isolait un peu au départ me rend spécifique aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi pour ceux qui se sentent peut-être un peu seuls aujourd'hui. Finalement, ça évolue, c'est parce qu'on est seul aujourd'hui qu'on sera seul demain. Au contraire, même si on reste dans sa bulle, c'est pas grave. Si on a des intérêts qui sont pas comme les autres, comme tu dis, c'est pas grave. Peut-être que dans 10 ans, on trouvera ça génial. Tu vois, dans le domaine artistique ou dans le domaine de l'industrie professionnelle, on a souvent quand même des histoires, alors il faut se méfier du biais du survivant, mais des histoires de personnes très spécifiques qu'on admire aujourd'hui et on se dit, ah là, mais lui ou elle est vraiment unique parce que 3 petits points. Et on se rend bien compte quand tu fais le storytelling de cette personne ou sa biographie que cette spécificité était un frein au départ. Même des personnes qui sont un peu controversées comme Steve Jobs par exemple ou des gens comme ça parce que c'était pas un grand gentil, tu te rends compte que ses points forts et ses points désagréables font en tout cas qu'il a mené les visions d'Apple aussi loin. Quand il invente Steve Jobs, par exemple, c'est lui qui a inventé les polices d'écriture sur les ordis. Tu vois, on a tendance à méconnaître cette histoire-là parce qu'il avait passé pas mal de temps en Inde, comme il était un petit peu fumé à l'époque, et il avait vu ses calligraphies. Il s'est dit, il faut qu'on mette ça dans nos ordinateurs. Il invente les polices d'écriture, etc. à l'époque. Ça n'a aucun intérêt. Ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre de l'argent, etc. Aujourd'hui, tu n'imagines pas ne pas avoir le choix de tes polices, quoi, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça, effectivement, de se dire, si dans certains domaines, vous vous sentez un peu atypique dans votre manière d'être ou de faire, c'est peut-être ça qui, finalement, va faire que vous n'êtes pas un ou une copier-coller à la fin. Puis l'important, c'est peut-être aussi de croire en ses idées et de ne pas se laisser peut-être un peu parasiter parce qu'autour, on nous dit, non, mais fais pas ça, c'est pas bien, c'est un peu farfelu. Ça, je suis d'accord avec toi. En fait, les ne fais pas ça ou fais comme ça, mais surtout les ne fais pas, je crois que ça représente les peurs et les croyances erronées de la personne qui te le dit si jamais elle était à ta place. Sauf que elle n'est pas à ta place. Et quand la personne s'imagine à ta place, elle s'imagine à ta place avec sa vie à elle. Donc forcément, ça marche pas. Moi, quand je me suis lancé sur scène, donc j'avais une très belle vie en tant que conférencier à l'étranger, c'est plutôt rémunérateur. Quand je décide de tout plaquer pour aller à Paris faire du café-théâtre dans un 45 places où il va y avoir 20 spectateurs par soir au début, ce qui va me permettre de gagner 100 € une fois par semaine. C'est pas la même vie. Donc tout le monde me dit, mais non, mais fais pas ça, mais t'es bête, mais machin, alors que ça cartonne et tout. Mais oui, mais la personne qui me dit ça, tu m'étonnes. Elle a 2 enfants, elle a une vie installée, elle a le crédit d'une maison et elle n'est pas passionnée par le théâtre. Évidemment qu'elle me dit ne fais pas ça, mais elle ne prend pas en compte qui je suis, ce que je suis prêt à sacrifier ou pas, les efforts que je suis prêt à faire ou pas et mes objectifs de vie. Donc je suis assez d'accord avec toi, il faut se méfier de ça. Il faut vraiment choisir ses conseilleurs dans la vie, je crois. Même si ça part d'une bonne intention, je pense que des fois, si on croit vraiment en son idée, il faut y aller. Au pire, on se casse les dents, c'est pas très grave. On recommence. Et l'échec, c'est vraiment un marqueur d'apprentissage. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Pour moi, le vrai échec, c'est de ne pas recommencer, en fait. De ne pas apprendre d'un truc. Je crois vraiment d'ailleurs que, tu vois, quand tu dis on tombe et on recommence, que la vision, elle est très forte que tu amènes là. Quand tu essaies de faire quelque chose, c'est comme si on va dire, tu avances sur un marathon. Tu cours un marathon de 42 km 195. Si à un moment donné, tu tombes durant ton marathon,
Alors c'est embêtant, c'est blessant, ça agace, etc. Tout ce que tu veux, tu perds du temps et tout. Mais quand tu te relèves, t'as pas reculé. Oui, ouais, c'est vrai. T'es juste là où t'en étais, en fait. Et donc, t'as juste perdu un peu de temps. t'as perdu du temps. Tu te dis, attends, pourquoi je suis tombé? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse attention à ci, à ça. Et tu reprends ta route. L'échec profond, ce serait de ne pas se relever et de ne pas reprendre sa route. Si je foire un gâteau dans ma cuisine, ben c'est juste, j'ai un feedback à faire pour réussir le prochain, en fait. On n'est que dans un process d'apprentissage. Nous sommes les seuls êtres vivants à pouvoir nous projeter à apprendre quelque chose de différent de ce qu'on fait. L'araignée, elle peut échouer à tisser sa toile, mais elle ne peut pas s'imaginer faire autre chose que tisser une toile. Nous, on peut s'imaginer faire tout ce qu'on veut et apprendre à le faire. Donc, apprentissage et échec, c'est les deux faces d'une même médaille, en vrai. On le disait, notre cerveau, c'est un outil puissant, mais il est aussi très, très complexe. Pourtant, on nous apprend très peu à l'utiliser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent avoir du mal à se concentrer, qui se sentent envahis mentalement, qui ont des trous de mémoire ou parfois l'impression de saturer. On parle souvent de l'attention, de la concentration. Comment tu pourrais décrire vraiment ce que c'est le fait d'être attentif, concentré? L'attention, c'est une fonction cognitive. Pour entrer dans le détail, on a plein de petites fonctions cognitives dans le cerveau qui gèrent leur domaine. Alors, on a celle de la mémoire, celle de la parole, on a plein. Et donc, chaque fonction, elle travaille sur son propre dossier autour d'une grande table dans le cerveau. Tu vois, c'est comme le film Vice-Versa. Et l'attention, la concentration, c'est une forme d'attention. Il y a plein d'attentions différentes. L'attention au sens global, elle travaille sur ses dossiers, mais surtout, elle bosse sur les dossiers de tout le monde. C'est-à-dire que la porte d'entrée de la mémoire, par exemple, c'est l'attention. Il y a deux portes d'entrée. La mémoire, c'est une grosse boîte de nuit, tout le monde veut rentrer. Donc, on a mis deux gardiens, c'est l'attention et les émotions, finalement. L'attention, dans notre relation, dans notre communication, elle est présente aussi, etc. On dit souvent que l'attention, elle est cassée chez les gens. Elle est abîmée. C'est pas complètement vrai. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. L'attention, elle fonctionne très bien. Elle remplit très bien son rôle, qui est de mettre un coup de projecteur sur quelque chose. C'est juste, on ne met pas le bon coup de projecteur sur les bonnes choses. Et si on n'avait plus d'attention, les réseaux sociaux feraient faillite, par exemple. Parce que justement, eux, ils ont appris à capter cette attention-là. Donc, l'attention, à la base, notre cerveau, il est fait pour analyser les dangers dans les pièces et dans les environnements dans lesquels on est. Donc, il est stimulé et sollicité. Et en même temps, notre cerveau, il a été fait pour nous pousser à faire plus en nous récompensant. Ça s'appelle le circuit de la récompense. Donc, il va générer de la dopamine quand on fait quelque chose qui provoque des émotions plus ou moins positives. La dopamine, pour le cerveau, c'est le sucre pour le reste du corps, entre guillemets. Le sucre, on prend beaucoup de plaisir à le consommer. Pourquoi l'évolution a fait que ne sont restées que les personnes qui éprouvaient du plaisir en consommant du sucre? Parce qu'il fallait avoir la motivation d'aller trouver des choses sucrées qui étaient une denrée rare, finalement, il y a 300 000 ans de ça. Donc, quand on en prenait, c'était cool. Aujourd'hui, c'est pas une denrée rare, c'est au magasin en bas de chez toi. C'est même plutôt dur d'éviter le sucre, mais ça nous génère toujours autant ce plaisir. Donc, on est obligé de se contenir de ça. Pour la dopamine, c'est pareil dans le cerveau. Donc, pour l'attention, c'était normalement une récompense de recevoir de la dopamine pour la motivation d'avoir fait quelque chose qui nous faisait plaisir et qui nous faisait nous sentir fiers de nous, confiants, en apprentissage, etc. Aujourd'hui, il suffit de scroller des vidéos pour recevoir de la dopamine, ce qui active le circuit de la récompense et ce qui nous rend dépendants de cette dopamine. Et donc notre attention, elle va aller chercher ça, elle va avoir peur de l'ennui, on va vouloir fuir l'ennui, ennui qui n'existe pas en tant que tel, en vrai, c'est-à-dire qu'on a peur de s'ennuyer, mais on ne s'ennuie pas. C'est vraiment le syndrome de la personne qui est addicte à la nicotine, qui angoisse parce qu'il lui reste plus que 3 clopes dans le paquet, plutôt que d'angoisser parce qu'elle est en manque, parce que le paquet est vide, quoi. On a ce truc-là, donc on veut toujours le compenser, et c'est pour ça qu'on va porter nous-mêmes notre attention ailleurs. La concentration, c'est la capacité volontaire à porter une attention soutenue et durable sur un sujet. Et c'est ça qu'il faut continuer de travailler et qu'il faut retravailler. Et comment on le travaille? Eh bien justement, en laissant un petit peu son cerveau tranquille, en évitant de s'abreuver d'informations au sens large du terme. Parce que c'est épuisant en fait finalement pour le cerveau d'être toujours sollicité d'informations. Et cette fatigue mentale, elle va générer des troubles émotionnels, ça va dérégler l'humeur d'un point de vue général, ça va même nous donner une mauvaise perception du temps et on a l'impression que tout passe beaucoup trop vite finalement.
Et justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a du mal à rester concentré. On le voit, on va regarder la télé, mais le portable en même temps, puis parler à quelqu'un, puis vouloir faire la cuisine. Plus de stimulation, toujours plus. Et c'est à cause de ces shots de dopamine, justement, qu'on n'arrive plus aujourd'hui à rester concentré sur une seule tâche. Ouais, parce qu'on veut aller chercher ça, quoi. C'est très perturbant. L'exemple que tu donnes, pour moi, il est merveilleux. Hein. Le fait de regarder un film à la télé avec le téléphone dans la main, c'est un enfer. Ça montre qu'on est dysfonctionnel. Le problème, tu sais, quand je mets des signaux d'alerte là-dessus, c'est ce qu'on va me répondre. Parce que je pense que c'est un enjeu de société majeur, en vrai, pour la suite. Nous sommes pas mieux que des rats, là, en ce moment. On n'est pas mieux que des blattes. On réagit à des stimuli. C'est anormal. Il y a une expérience qui avait été faite dans les années 50 où ils avaient enfermé, donc c'est Holtz et Miner qui avaient fait cette expérience, ils avaient enfermé des rats et ils voulaient étudier une zone du cerveau qui active la peur. Donc, ils leur mettent des petites électrodes dans le cerveau, autre époque, autre mœurs, et ils envoient, quand les rats sont dans une zone de la cage, de l'électricité dans la zone de la peur pour voir s'ils vont éviter ensuite cette zone. Globalement, ça marche bien, sauf sur quelques rats, qui plus on leur envoie de l'électricité, plus ils vont foncer dans cette zone. Donc, ils vont foncer volontairement. Ils font leur petite affaire, Holtz et Miner regardent ce qui s'est passé, ils ont mal positionné l'électrode à 1 mm près, et en fait, c'est comme ça qu'on a découvert le circuit de la récompense dont on vient de parler, qui libère de la dopamine. Donc, ils refont une expérience derrière où volontairement ils font ça. Et donc, ils activent cette zone-là d'une manière un peu spécifique. Ils mettent un levier dans la cage qui ne va pas délivrer de la bouffe ou quoi que ce soit, qui va électriser cette zone-là du cerveau de l'animal. Et donc, les rats vont activer volontairement le levier pour recevoir ce shot de dopamine, donc cette drogue-là. Ça va être terrifiant, jusqu'à 200 fois pour certains animaux par heure, donc, je ne sais pas si tu vas le lire, ils vont augmenter l'intensité au point que le choc électrique va les expulser à l'autre bout de la cage assommés. Quand ils se réveillent, ils refoncent sur le levier, au point que les mères qui ont des petits n'allaitent plus les petits et s'en occupent plus, ils dorment plus, ils mangent plus. C'est une drogue. C'est une drogue. Et c'est la même chose pour nous. Hein. On a la même zone cérébrale et c'est la même chose pour nous. C'est pour ça que je te dis, on n'est pas mieux que des rats qu'on fonctionne comme ça, quoi. C'est à nous, consciemment et volontairement, de décider de reprendre la main dessus. Parce qu'il y a un truc qui est formidable dans l'attention, c'est que quand je dis qu'on ne la met pas au bon endroit, etc., c'est que ce n'est pas du tout irréversible. Il suffit de commencer à se prendre en main, à se dire, bon, c'est pas de ma faute si c'est devenu comme ça, parce que à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas de votre faute, il n'y a pas un monsieur Burns qui a organisé ça quelque part, c'est la société et le capitalisme qui a organisé ça, et les réseaux sociaux, les jeux mobiles, etc. ont payé des gars comme moi qui ont une connaissance du cerveau pour nous rendre addicts. Donc voilà, c'est comme ça, point final. Par contre, une fois qu'on sait que c'est pas de notre faute, c'est par contre de notre responsabilité de changer ça. Tu vois, regarde, je te fais voir quelque chose, mon téléphone portable, il est en noir et blanc. Tu vois, tout est en noir et blanc, pour pas que je sois stimulé par les couleurs chatoyantes, etc., qui vont me faire rester dessus. On appelle ça l'effet casino. Si j'appuie 3 fois sur le côté de mon téléphone, j'ai un raccourci, 1, 2, 3, tac, tout repasse en couleur. Parce que je peux avoir envie de temps en temps de regarder les réseaux sociaux avec de la couleur, et c'est OK. Mais je me suis pris en main, je mets en noir et blanc. Eh bien, quand on met un téléphone en noir et blanc, on s'aperçoit que la personne passe jusqu'à 70% de temps au moins sur son téléphone. Parce que c'est tout bête, mais les couleurs chatoyantes et les stimulations auditives activent le circuit de la récompense et ça nous fait rester plus longtemps dessus, même si on se dit non, mais je me maîtrise, j'y suis que parce que j'ai envie. Ben non, en noir et blanc, bizarrement, on a quand même beaucoup moins envie d'y aller. Donc, c'est notre responsabilité individuelle de se dire, ben non, je regarde un film, je prends mon téléphone, je le pose sur la table, et puis si le film m'ennuie, eh ben, j'arrête le film et je fais autre chose dans ce cas. Mais des fois, il faut aussi un petit peu tenir, il faut un petit peu se forcer à reprendre la main sur ce n'est pas normal d'avoir un flot de dopamine en permanence dans le cerveau. Et justement, est-ce que tu as d'autres astuces à partager pour les personnes qui ont des problèmes à rester attentifs, concentrés? Peut-être que tu as d'autres petites astuces? Alors, la mise du téléphone en noir et blanc, ça, c'est vraiment un très, très bon truc. Et toi, tu as vu une différence sur le fait de scroller, d'être tout le temps sur le portable? Ah oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas être très porté sur le téléphone. Donc, ça c'est cool quand même. Mais cette technique-là, elle vient d'Azar Askin. Azar Askin, c'est le gars qui a inventé à la Silicon Valley le scroll infini. Donc, le fait que tu as toujours quelque chose à regarder. Avant son invention, quand tu arrivais en bas d'une page, il fallait que tu cliques sur page suivante. C'est pas grand-chose, mais ce processus décisionnel volontaire
faisait que tu avais une pleine conscience de ce que tu faisais et donc tu pouvais décider d'arrêter là. Le scroll infini fait que ça n'arrêtera jamais. Lui, il est en dépression de ce qu'on a fait de son invention. Ça le fait déprimer volontairement. C'est vrai, j'avais lu un article. Et il le déconseille à ses enfants. Selon lui, il fait perdre des années chaque jour à l'humanité à cause de ça. Donc, son but aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance. C'est d'essayer de réparer l'erreur. Et donc, c'est lui qui a trouvé déjà cette astuce de passer les téléphones et les ordinateurs en noir et blanc quand on est en train de faire une tâche très spécifique. Quand je suis en train d'écrire un bouquin sur un traitement de texte, c'est bon, on peut mettre l'ordi en noir et blanc, il n'y a pas de problème. Oui. Alors le mieux, c'est de se faire un raccourci pour pouvoir repasser à la couleur quand on veut. Et là, il est en train de mettre au point, d'ailleurs, j'ai lu ses derniers travaux, un scroll qui s'alourdit. Plus tu scrolles, plus c'est comme si le scroll, il avait du poids, tu sais, plus il faut forcer, entre guillemets, c'est comme si le scroll ralentissait et jusqu'à se figer complètement. Et c'est agaçant. Et non, juste une petite fenêtre de est-ce que tu veux continuer ? Oui. Et là, ça reprend normalement. Pour réactiver ce truc de juste avoir conscience d'où t'en es et reprendre le contrôle un petit peu. Alors après, en autre astuce pour l'attention, il y a un truc qui est très très bon, c'est ça, c'est la pleine conscience. C'est toujours se dire, je fais quoi et pourquoi je le fais. Je te prends un exemple pour le téléphone. Je prends jamais mon téléphone sans intention préalable. Donc si par exemple là, j'ai vu que j'avais un message d'Alex qui travaille avec moi, je me dis, tiens, je vais regarder son message pour voir ce qu'il m'a dit. J'ouvre, je vais en messagerie, je regarde ce que m'a dit Alex et j'éteins le téléphone. Juste, je me dis, ok, qu'est-ce que je lui réponds ? Mais je me dis ça, téléphone éteint. Ah, je vais lui répondre ça. Je rallume, je réponds, j'éteins. Toujours téléphone dans la main, je me dis, est-ce que je voulais voir autre chose sur mon téléphone ? Non, et je le pose. Tu vois, alors que si je le laisse allumer, que je regarde, que je lui réponds, j'en profite pour aller faire un petit saut sur Insta, etc. Donc, c'est toujours avoir la main sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait. Je suis hyper geek, j'adore ça. Donc, il y a des fois, je me dis, allez, il est 10h, jusqu'à 10h30, je fais mon petit tour sur Instagram, je repasse en couleur, je me fais plaisir. Mais c'est conscient, c'est volontaire, c'est le moment que j'ai décidé et c'est le temps que j'ai décidé. C'est vrai que maintenant, on s'en rend même plus compte. En fait, on sort le portable en attendant le métro, dans le bus, à la télé. Alors, tu sais, j'ai fait un truc chelou pour écrire mon livre, non pas sur le temps, mais celui d'avant, sur l'attention. J'allais chez les médecins et les professionnels de santé. Je m'asseyais, donc j'avais pas de rendez-vous, ils étaient au courant. Juste pour chronométrer le temps que mettait quelqu'un qui rentre dans la salle d'attente pour sortir son téléphone et ce qu'elle allait y faire si tant est que j'arrivais à voir son écran. Donc j'étais ce mec chelou qui regardait ce que faisaient les gens comme ça, avec un petit chrono, je notais. Les stats, elles sont folles. C'est-à-dire que majoritairement, les gens, dans l'action de s'asseoir, sortent le téléphone et la stat la plus folle, ça j'étais pas prêt, et ensuite cherche donc téléphone allumé en main, cherche pendant 30 à 45 secondes ce qu'ils vont y faire. C'est-à-dire qu'ils ont sorti l'objet avant même d'avoir l'intention de savoir ce qu'ils allaient y faire, parce que tu te rends compte l'angoisse de se retrouver seul avec soi-même dans sa tête. Alors que tout le circuit de créativité et de résolution de problèmes du cerveau marche dans ce qu'on croit être l'ennui. Je te donne un exemple très concret. Combien de fois dans ta vie t'es sorti des toilettes quand t'as pas ton téléphone ou de ta douche par exemple en te disant « Tiens, je viens de penser à quelque chose. » Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'es avec quelqu'un, tu fais la pause, tu vas aux toilettes faire ce que t'as à faire, tu reviens et tu dis « Tiens, j'étais aux toilettes, là. Je pensais à un truc. » Je pensais à un truc qui vient justement parce que t'étais dans un environnement neutre, t'étais pas sollicité dans ton circuit de l'attention et circuit de la récompense, et donc ton cerveau, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire prendre toutes les données ambiantes, inconscientes, chercher de la résolution à des problèmes que tu t'es même pas posés et connecter ensemble des données un peu étranges et pop, ça fait des chocs à pic, non, mais ça fait des nouvelles idées, ça fait des choses créatives et c'est comme ça que les idées naissent. Si en permanence, quand tu es dans une file d'attente, en train d'attendre le métro, dans une salle d'attente, etc., tu sors ton téléphone avant même que l'ennui profond ne se soit manifesté, tu n'as plus de nouvelles idées, tu n'as plus de nouvelles choses et en plus, tu épuises tes fonctions cognitives qui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'attention, c'est une jauge de jeu vidéo. Tu te réveilles le matin, tu as une capacité attentionnelle. Plus tu vas la bouffer, moins tu pourras te concentrer. C'est pour ça que c'est plus dur de faire en fin de journée des choses attentionnelles parce que le matin, on est plus frais pour les faire. Si quand tu es frais pour les faire, tu offres toute cette attention à tes réseaux sociaux ou à l'information d'une manière générale, bah forcément, quand tu vas vouloir faire le truc un peu deep que tu voulais faire pour toi, t'as plus la ressource, t'as plus le mana. C'est un jeu, c'est comme Zelda, sauf qu'il n'y a pas des potions d'attention, quoi. S'il y a la sieste, 20 minutes de sieste, ça pourrait recharger.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait plus enfin, c'est une angoisse limite, l'ennui. On se dit, mais mon Dieu, attends, je vais être tout seul pendant 10 minutes. Je vais être tout seul avec moi-même, je vais penser, je vais introspecter, ça va être horrible. Ah ouais, non, mais on n'a plus du tout l'habitude. Mais c'est vrai, quand on le fait. Mais oui, moi, on me dit que j'ai des théories sur tout, etc. C'est pas complètement faux. Je dis pas qu'elles sont bonnes, mais j'ai des théories sur tout. Mais parce que je passe ma vie, du coup, à discuter avec moi-même, en fait, la base des choses. C'est vrai que maintenant, on le fait plus se remettre en question, réfléchir. Est-ce que j'ai fait ça? Et si je faisais comme ça? Tu vois, là, en repartant, je vais marcher, je vais mettre un petit peu de musique dans mes oreilles, je pense. Je vais prendre les transports, etc. Je vais pas prendre mon téléphone du trajet. C'est sûr que je vais me faire un feedback de cette rencontre. Tiens, avec Vicky, on a parlé de ça en off, c'était cool. Tiens, durant le podcast, on n'a pas parlé de ça. Ah, tiens, j'aurais pu rajouter ça. Faut que je me le note. Quand on aborde ce sujet, maintenant, ce serait bien de faire ça. Tu te fais un petit point dans la vie. Si tu ne fais pas ces retours de ce que tu as vécu, c'est moins d'ancrage mémoriel. Et surtout, c'est du vrai temps de gâcher parce que c'est moins d'expérience accumulée. Toute notre vie et nos améliorations qui nous rendent plus heureux, c'est parce qu'on accumule de l'expérience. Notre vie est un jeu vidéo. Si tu ne prends jamais le temps de faire le feedback de ce que tu viens de vivre, bah, tu n'as pas d'expérience derrière. Et est-ce que notre cerveau, ça a un impact, le stress chronique ou l'anxiété, est-ce que ça a un impact sur notre cerveau? C'est le plus gros point problématique pour le cerveau. C'est la kryptonite du cerveau, l'anxiété. Le cortisol dans le sang, cette hormone du stress, ça foire tout. C'est vraiment, je ne peux pas te dire ça plus clairement. C'est-à-dire que tu vas moins avoir d'attention, tu vas moins mémoriser, tu vas avoir moins de patience, tu seras moins efficace. Parce que ce qu'on appelle le stress, ça a une fonction quand même assez simple. C'est-à-dire de donner les nutriments, l'oxygène, etc., aux fonctions motrices et au fait de pouvoir nous échapper de ce mammouth qui nous fonce dessus, c'est de pouvoir fuir les dangers, etc. Donc c'est de la survie en fait, ça nous met en mode survie. Et le mode survie, du coup, aujourd'hui, on le parasite parce qu'on a le même stress. En fait, ça active les mêmes zones, l'amygdale, etc. dans le cerveau. Un mammouth qui nous courait dessus aujourd'hui qu'un mail auquel on n'a pas répondu et à qui il fallait répondre avant 16 heures. Sauf qu'on ne va pas mourir si on ne répond pas avant 16 heures. Mais ça, le cerveau, il s'en fout parce que ça active les mêmes zones. Donc, finalement, tout ce stress chronique, effectivement, ça foire tout, quoi. Ça foire toutes nos capacités qui sont quand même assez merveilleuses. Et en plus, ça foire notre meilleur allié qui est le sommeil, parce qu'on va avoir du mal à s'endormir. On va avoir un réveil nocturne à 3h30, 4h du matin qui fera qu'on pourra plus se rendormir parce qu'entre 3 et 4h du matin, c'est le moment où notre température corporelle baisse le plus et c'est le moment où le cerveau va envoyer volontairement un peu de cortisol justement dans le sang pour nous préparer au réveil vers 6-7 heures du matin. Sauf que là, à cause de l'anxiété chronique, il va envoyer un tsunami hormonal de cortisol qui va faire qu'on va se réveiller arraché au sommeil à 3 quarts du matin et on n'arrive plus à se rendormir. Donc, on va s'abrutir au sens littéral du terme devant un écran pour tomber de sommeil d'épuisement. Enfin, tout ça est très mauvais, en fait, finalement. Donc, oui, il faut être extrêmement vigilant sur le stress chronique, pour voir ce qu'on peut mettre en place, soit pour arrêter des fréquentations, arrêter des choses, se réorganiser, faire de la méditation, pourquoi pas, se mettre à faire du sport. Le sport n'est pas une option dans la vie, du moins de l'activité physique. Faire au moins une demi-heure d'activité physique par jour, c'est pas se dire je vais me ranger du côté des sportifs ou pas. C'est aussi important que de boire de l'eau et que de manger, tu vois, pour la régulation cérébrale, émotionnelle, oxygénation du cerveau et tout. Donc oui, tu as raison de le rappeler. C'est la kryptonite la plus horrible pour le cerveau, celle du stress. Et du coup, si on a des problèmes de concentration, de mémoire, d'attention, est-ce que la base finalement, c'est pas d'apprendre à gérer nos émotions avant d'essayer de faire plein d'exercices alors que finalement on est hyper stressé, hyper anxieux? Il faut à minima apprendre à accepter ses émotions, parce que les gérer, ça voudrait dire qu'il faudrait les dompter, tu vois, mais au moins les accepter, les étiqueter, et une fois que c'est fait, on voit ce qu'on veut en faire. Il y a 2 ans de ça, je monte un projet pour une vidéo YouTube qui s'appelle One Shot. J'écris un spectacle en 48 heures, je le joue une fois en public en le filmant et on le met sur YouTube gratuitement. On fait tout ce truc, je ressors, toute mon équipe me dit c'était génial, moi je fais non, c'était nul, je suis pas bien du tout vis-à-vis de ça. Je rentre chez moi, il est 14h, je me mets sous la couette, je ne vais pas bien. J'accepte toutes ces émotions. C'est-à-dire, j'ai détesté ce moment, je me déteste moi, etc. J'étiquette tout ça, je ne sais pas encore quoi en faire, mais j'accepte de vivre ça une demi-journée, parce qu'on a le droit aussi d'être pas bien.
À la fin de cette demi-journée, je me réveille, je me fais à manger. Je me dis, faut que je comprenne pourquoi je ressens ça. Maintenant que j'ai accepté de ressentir ces émotions négatives et ce stress et ce sentiment profond d'échec, je cherche toutes les raisons. Et ça me prend la soirée et je mets le doigt sur un truc, quoi. À la fin de la soirée, j'ai compris quelque chose. C'est que, à la base, j'étais parti faire une vidéo d'un spectacle écrit en 48 heures. Sauf que j'ai embarqué un passager clandestin. Comme j'étais dans une salle de spectacle et que c'est mon métier depuis 15 ans, à partir du moment où je suis monté sur scène, dans ma tête, je faisais un spectacle qu'on captait en vidéo. Ce qui n'a rien à voir, parce que mes enjeux quand je fais un spectacle, c'est que le public soit satisfait à 100%. Parce qu'ils ont payé un billet, ils sont venus, etc. Il y a un vrai gros enjeu. Là, c'était gratuit, quoi. C'était gratuit, c'est un truc que j'ai fait en 48 heures, c'est une vidéo. Donc en fait, j'aurais déjà pu arriver sur scène avant le début du spectacle, donc pour la vidéo, pour dire bonjour tout le monde, merci d'être là, vous avez vu, j'ai écrit ça en 48 heures, il y aura des bugs, des fois je vais me reprendre, c'est pas grave, tu vois, un truc très léger. Non, je me suis mis un enjeu comme si j'étais à l'Olympia ou au Zénith de Paris, quoi. C'était vraiment la même. Donc évidemment que quand je sors, je me dis, je m'en veux d'avoir bafouillé, je m'en veux de pas avoir été parfait. J'ai comparé sans me rendre compte, ce spectacle one-shot avec les spectacles que j'ai joués 300 fois dans les plus grandes salles de France. Non, c'est pas la même chose. Oui. Donc, j'ai étiqueté ça, j'ai compris mes émotions négatives. La finalité, c'est que le lendemain, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on recommence finalement. Et on a recommencé. C'était pas mieux, pas moins bien ce que j'ai fait sur scène, mais ce coup-ci, j'ai adoré ça. Donc, c'est très important d'accueillir ces émotions, de les étiqueter, puis ensuite de comprendre le pourquoi profond. Pourquoi on ressent ça et d'en tirer des conclusions. En fait, il faut surtout pas essayer de les enfouir et de dire qu'elles sont pas là et qu'elles existent pas. Les murs mentaux, ça va pas, parce que le jour où ils fissurent et qu'ils tombent, il y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'enfermer des émotions entre 4 murs. Et en général, quand le mur se fissure, c'est un tsunami là aussi. Et tu dis que la mémoire, c'est pas une question d'intelligence, mais une question de méthode. Est-ce que tu as des méthodes à partager pour ceux qui se sentent un peu nuls en mémoire et qui oublient tout ? Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour eux et pour elles. Vous n'êtes pas nuls. C'est que vous avez, même pire que ça, vous avez une excellente mémoire, quoi. On a l'équivalent sur un disque dur, je crois, c'est 5 pétaoctets. Donc c'est presque comme si on avait une capacité mémorielle infinie. Mais ce serait très encombrant qu'en permanence, tu te souviennes de tout. Tu vois, que là, tu te souviens. Il y en a, non, des hypermnésiques, c'est ça ? L'hypermnésique, et finalement, c'est pas un pouvoir, c'est un trouble d'avoir ça. Parce que t'imagines si là, en parlant, je te dis des trucs et toi, tu te souviens du début de la conversation mot à mot, c'est extrêmement encombrant. Pire que ça, tu te souviens d'une engueulade qu'on a eue, toi et moi, il y a 2 ans pour une connerie, mais toi, tu te souviens tellement bien que tu as les mêmes émotions d'injustice qu'à l'époque de cette engueulade il y a 2 ans. C'est très encombrant. Donc le cerveau, ce qu'il a décidé de faire, c'est de mettre dans le cortex préfrontal une sorte de président de la mémoire qui rapproche autour de lui des populations de neurones qui sont une espèce de conseil des ministres, des informations utiles, selon lui, évidemment, c'est au petit bonheur. La chance, on ne le maîtrise pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses dont on ne se sert pas, qui sont déconnectées du système. Et j'aime bien ce mot déconnecté parce que les informations sont encore présentes en mémoire, c'est juste qu'il n'y a pas accès. Quand on veut rentrer quelque chose dans sa mémoire, la donnée, elle est d'abord encodée, c'est très facile. Ensuite, elle est stockée, c'est très facile. Ensuite, c'est la récupération qui est difficile. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple concret pour vous montrer que c'est encore dans votre tête. Si je vous demande 3 villes d'Australie comme ça spontanément, c'est un peu dur de les trouver dans ce sens-là. La récupération est difficile. Mais si à l'inverse, je vous avais dit Canberra, Sydney et puis Melbourne, c'est des villes d'où, direct, tu m'aurais dit ça, c'est l'Australie. Ça veut bien dire que ces informations sur ces villes, elles sont présentes, mais elles ne sont pas toutes reliées de la même manière, en fait. Le fait d'avoir le nom de ces villes relié à Australie, c'est un chemin qui existe. Le fait d'avoir Australie qui est relié à ces villes, c'est moins spontané. Voilà. Ça, c'est la démonstration du fonctionnement de notre mémoire, une espèce de forêt vierge qui garde les informations de la forêt, mais les chemins, quand on les emprunte plus, la végétation repousse, quoi. On pourrait donner cette image. Et pour garder cette image, parce que j'aime bien les métaphores, pour bien se servir de sa mémoire, il faut mettre des flambeaux dans la forêt. Comme ça, même si la végétation repousse, on voit un peu le chemin tracé. Et ça, ce sont des procédés mnémotechniques. Alors, il y a la mnémotechnique pure, d'ailleurs. Les étudiants et les étudiantes en médecine savent exactement de quoi je parle. C'est les trucs qu'on utilisait quand on était petit pour se souvenir. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on m'avait dit courir, ça prend qu'un air, parce que quand on court, on manque d'air. C'est un truc, ça m'a marqué à vie. C'est de la mnémotechnique
pur, c'est un petit flambeau qui fait que jamais j'oublierai ça. Le fait qu'il y ait un seul P à apercevoir, on m'avait dit je n'aperçois qu'un P à apercevoir. C'est comme une petite musicalité, c'est de la mnémotechnie. Il y a des techniques plus puissantes encore qui s'appellent la table de rappel, qui s'appelle le palais mental. C'est des techniques qui ne sont pas nouvelles. Ça date du Moyen-Âge, ça date parfois de civilisations anciennes, Maya, Aztèques, égyptiennes, tous ceux qui avaient la transmission à l'oral en fait. Au Moyen-Âge, les gens souvent étaient illettrés, ne savaient pas lire et pas écrire. Ils n'étaient pas bêtes, ils avaient une certaine culture. Et pour la transmission orale, ils connaissaient ces techniques-là. Au Moyen-Âge, on s'est aperçu assez récemment d'ailleurs qu'était énormément utilisée la technique du palais mental, qui est des techniques que j'enseigne aujourd'hui en conférence sur la mémoire, tu vois, pour retenir un maximum d'informations. Et c'est les Grecs, la Grèce antique utilisait déjà cette technique-là. Donc, c'est souvent une question de méthode, en fait, la mémoire. Alors, on a de la chance aujourd'hui, à l'époque d'Internet, ces méthodes, vous les trouvez en 2 secondes en ligne et c'est très facile à mettre en place dans sa vie. C'est juste un rituel à mettre en place. J'ai le regret profond qu'à l'école primaire, on n'ait pas de cours de « j'apprends à apprendre ». Voilà, c'est un grand manquement de notre système éducatif. On nous demande d'apprendre des trucs par cœur, on ne nous a pas donné de méthode pour le faire. Il y a des méthodes et plus on est adulte, plus on est vieux, plus c'est dur de déconstruire parce que on nous a appris presque malgré tout que c'était normal de réviser ad vitam aeternam. C'est-à-dire de bachoter à fond un truc et de perdre énormément de temps à réapprendre ce qu'on a déjà su. En fait, la réalité, c'est au moment de l'encodage, avant le stockage, qu'on devrait passer beaucoup de temps. Donc au départ, ces méthodes, je vous le dis, si vous ne les connaissez pas, vous allez vous dire « Ah, mais je passe une vie à apprendre le truc, c'est hyper relou ce truc. » Oui, mais en fait, tu vas perdre tellement moins de temps après à réapprendre ce que tu connaissais, c'est normal, c'est la bonne manière de faire en réalité. Et puis, il y a un bon truc aussi à faire pour la mémoire, pour mémoriser les choses, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. D'écrire, par exemple, ce qu'on a envie d'apprendre en le récitant à voix haute, parce que ça fait travailler toutes les fonctions cognitives. D'être capable de se dire, tiens, attends, je suis en train d'apprendre un cours là, d'histoire sur un truc, je vais te le raconter, tu me dis si je comprends. Notre capacité à être capable d'expliquer à quelqu'un, de vulgariser à quelqu'un d'autre un domaine qu'on est en train d'apprendre d'une manière assez concise et que la personne comprenne elle aussi, c'est extrêmement fort pour nous pour mémoriser et pour vérifier l'état de nos connaissances. Donc en fait, il y a plein de jeux comme ça à faire qui sont souvent des jeux sociaux pour stimuler notre mémoire. Et est-ce qu'il ne faut pas que chacun, parce que je sais que par exemple il y a la mémoire visuelle, la mémoire orale, est-ce que chacun n'a pas aussi sa petite méthode Et justement à l'école on nous dit qu'il y a un peu un truc standard et finalement des fois on ne rentre pas dans la case pour apprendre correctement, quoi. Alors finalement on a longtemps cru dans la science, du moins a longtemps cru qu'on avait sur une mémoire visuelle ou auditive ou kinesthésique. Kinesthésique, c'est celle qui a rapport un peu avec les émotions, avec le toucher, etc. Finalement, c'est un peu faux. Okay. On a d'ailleurs, la majorité des gens, c'est tellement faux que presque tout le monde dit « moi j'ai une mémoire visuelle ». Oui, c'est vrai. Tu vois c'est vrai. En fait, on a tous les 3 types de mémoire, il faut les stimuler tous les 3. Et on peut avoir l'illusion vraiment d'avoir une mémoire plus forte que l'autre, mais je vous le dis, c'est dur à admettre, mais c'est qu'une illusion. Donc, il faut continuer à utiliser les autres, c'est très, très important. Tu vas parler à quelqu'un qui dit « moi, j'ai une mémoire hyper visuelle. Tu vois, quand je fais mes cours, j'utilise des couleurs, etc., machin et tout. » Tu fais « D'accord, ok, mais tu fais quoi ?»« J'adore utiliser les surligneurs, les machins et tout. » Ouais, donc tu es aussi kinesthésique parce que tu aimes bien faire ton petit truc toi-même avec tes mains. Et puis finalement, je me rends compte que la personne, elle révise toujours en écoutant de la musique jazz. Donc c'est bien aussi qu'elle a une mémoire auditive pour ancrer le moment. Et en fait, finalement, on a un peu les 3 types de mémoire. Et justement, entre les cours, les révisions, la vie sociale et parfois le travail, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent dépassés. Et finalement, gérer son temps, c'est aussi un peu apprendre à gérer sa santé mentale. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans notre manière de gérer notre emploi du temps ? De croire que tout est urgent et important et de croire que l'emploi du temps, c'est un truc de timing. Alors que l'emploi du temps, c'est un truc d'énergie disponible. Le jour où tu captes ça, ça change ta vision du temps. C'est-à-dire que mon agenda, il est rempli de gros trous dans la journée et pourtant, je le considère plein. Parce que là, par exemple, nous, on va passer 1 heure d'enregistrement de ce podcast. C'est un plaisir de le faire. Ça ne me consomme pas une énergie de malade. Donc, j'ai déterminé que, quand même, c'était plus énergivore que si j'étais tout seul chez moi.
Donc, pour ce podcast d'1 heure, je prévois 1h30 dans mon agenda. Parce qu'il va falloir une demi-heure aussi pour me remettre de cet effort-là. Tu vois, il faut prévoir tous ces temps de vide pour compenser notre énergie, alors que j'aurais pu me mettre un truc à chaque heure de la journée. Tu vois Est-ce que c'est pas moins stressant aussi de... Grave. Bah, bien sûr, et puis ça te donne le droit à l'erreur aussi, tu vois, c'est très cool. Et la deuxième chose, c'est encore une fois, la to-do list, là on met plein de trucs, alors elle est sympa parce que quand on raye, justement ça développe de la dopamine dans le cerveau, mais il faut être capable de l'identifier en 4 catégories, ça s'appelle une matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce qui est urgent, important, qu'est-ce qui est urgent mais pas important, qu'est-ce qui n'est pas urgent mais important, et qu'est-ce qui n'est pas urgent et pas important. Ce qui n'est pas urgent mais important, ça se cale dans un agenda, c'est-à-dire ça se planifie. Et comme ça, on l'oublie complètement et on passe à autre chose. Ce qui est urgent mais pas important, ben ma foi, si on peut, on le délègue, et puis sinon, on verra ça quand la case urgent et important sera vidée. Et la case urgent et important, ben en fait, elle est bien moins pleine que ce qu'on pense. C'est des choses qu'il faut se forcer à faire. S'il y a plus de 3 choses, on détermine les 3 choses urgentes et importantes qu'on va faire aujourd'hui. En fait, on rectifie notre manière, notre cerveau qui a toujours l'impression qu'il faut tout faire avant la fin de la journée. C'est une grosse connerie, quoi. Tu vois, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc, il faut gérer et être capable d'étiqueter ce qui est l'urgent de l'important et le pas urgent de pas l'important. Qu'on apprenne à prioriser, quoi. T'as tout résumé en une phrase. Mais comme tu disais, moi je fais partie des gens qui pensent que tout est urgent, tout est important et qui veulent tout faire en même temps. Et en fait, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Des fois, on fait 3 tâches en même temps. Et alors que le cerveau n'est pas multitâche. Oui. Quand tu changes de tâche pour rien comme ça en permanence, le cerveau, il met jusqu'à 23 minutes pour retrouver son état de concentration sur la tâche sur laquelle tu te mets. T'imagines ? Alors, tu peux faire un truc, tu peux faire des familles de tâches à la fois. Ça, je le fais, ça fonctionne très, très bien. Okay. Donc, je vais faire tous les trucs créatifs en même temps, tu vois, d'un bloc. Tous les trucs analytiques ensuite. Ça va être créer un budget et puis en même temps faire, je sais pas moi, non, j'ai pas d'exemple concret, mais tu vois, répondre à des mails qui sont plus analytiques, etc. Il faut essayer de faire par population de fonctions cognitives comme ça, quoi, tu vois. Ouais, alors que des fois, on se dit ça va aller plus vite, je vais tout commencer en même temps et en fait, finalement... Non, tu iras plus lentement finalement et surtout, tu seras épuisé mentalement. C'est vrai. Et justement, comment on différencie la fatigue physique de la fatigue mentale ? Comment on sait que c'est de la fatigue mentale et pas physique et inversement ? L'angoisse, l'irritabilité, toutes ces choses en fait qui font que t'es pas en train de sourire. C'est aussi bête que ça. Si tu te sens pas aligné, c'est que tu es en train d'être en fatigue mentale. Je connais des gens qui étaient dans une fatigue mentale telle que ils utilisaient des phrases de... On connaît les phrases, hein, vous m'excusez de l'expression, mais je suis qu'une merde, je suis nul. Ces personnes, elles pleurent. Tu leur fais faire une sieste d'1h30, 2 heures, comme un bébé, quoi. Et après, en fait, ça va déjà beaucoup mieux. Et tout ce qui était si angoissant et si urgent avant, en fait, d'un coup, ça devient méprisable. C'est vraiment ça, c'est des symboles très forts de la fatigue mentale, quoi. Je me dévalorise, je suis irritable, je pleure d'un rien. C'est pas normal, quoi. C'est de la fatigue mentale. C'est pire que la fatigue physique, en vrai. Et on parle souvent de procrastination. Est-ce que c'est toujours négatif de procrastiner ? Alors non, pas forcément. Parce qu'effectivement, j'adore le sujet de la gestion du temps. Et la gestion du temps, ça ne veut pas dire être tout le temps productif. Mais procrastiner sans le vouloir, c'est un problème. Ça, c'est un souci. C'est toujours pareil, hein, c'est la souveraineté. J'ai pas décidé de reporter le truc et en fait, je fais que de le repousser. Ça donne quoi ? Ça donne un cercle très vicieux où on culpabilise. Donc, en fait, finalement, ça devient de la fatigue mentale. Donc, il faut savoir pourquoi on reporte les choses et si on est d'accord avec ça. Mais les procrastinateurs et les procrastinatrices, on a tendance à l'oublier, ce ne sont pas des personnes feignantes, c'est des personnes qui veulent faire quelque chose, vont trouver une manière de s'occuper, donc c'est épuisant, pour ne pas faire cette chose-là, puis vont culpabiliser de ne pas l'avoir faite, puis vont avoir l'intention de le faire, puis vont le repousser, etc., etc. C'est épuisant pour le cerveau. Il faut trouver les raisons du pourquoi on procrastine et mettre des petites choses simples en place pour ne pas le faire. Je vous donne une astuce, si c'est votre cas. Vous déterminez pour l'action que vous n'avez pas envie de faire, la plus petite avancée possible dans cette action et vous la faites. Mais un truc qui ne sert à rien. Vous vous dites, c'est pas grave, 1 vaut mieux que 0. Et en fait, souvent, ça va donner l'élan. Notre cerveau, il a du mal à se mettre en route, donc de passer de 0 à 1. Mais après, de passer de 1 à 2, de 2 à 3, ça va. Moi, par exemple, j'ai horreur de faire ma compta. Alors, je me dis, bon, je vais pas faire la compta, ça me saoule.
je vais juste réunir les factures que j'ai dans mes derniers mails de cette semaine. Ça, c'est pas non plus la tâche la plus compliquée du monde. Ça me saoule de le faire, hein. Mais je me dis, allez, tu t'obliges à faire ça, ça prend 10 minutes. Bon, une fois que j'ai réuni les factures, en vrai, je continue. Et je les coche et je fais le truc de la compta et ça m'a pris qu'une demi-heure et puis c'est fait, c'est réglé, quoi. Mais voilà, c'est la mise en mouvement. Et en fait, la procrastination, c'est que des choses qui nous angoissent ou qu'on n'aime pas faire. Ouais, ou qui vont demander de l'énergie qu'on n'a pas envie de développer maintenant, quoi. Ou c'est des fois juste parce que on n'arrive pas à voir ce que ça va donner. Enfin, on peut procrastiner le sport, par exemple. Moi, quand je procrastine le fait d'aller marcher, je me mets en tenue de sport. Alors, je me dis, j'y vais pas, mais je me mets quand même en tenue de sport. Bon, je t'avoue que quand tu es en tenue de sport depuis 15 minutes chez toi en train de rien foutre, tu vas faire ton sport en fait finalement. Tu vois, donc c'est souvent juste ça, quoi. C'est parce que ça va nous prendre de l'énergie physique ou mentale et on a tendance à en manquer un petit peu. Et aujourd'hui, la performance, on a l'impression que c'est de faire plein de choses, d'aller super vite, d'être tout le temps occupé. Comment on fait pour ralentir et justement, comment on peut faire comprendre que justement la performance, c'est pas le fait d'être tout le temps en train de faire plein de choses. Non, c'est une contre-performance. La personne qui veut gagner du temps, elle doit comprendre qu'elle doit faire les choses plus lentement, justement. Elle doit ralentir. Si vous voulez gagner du temps, il faut ralentir. Si vous voulez être plus productif, il faut ralentir. Parce que finalement, en allant moins vite, on fait mieux les choses et on les vit mieux et on est plus qualitatif. Donc, on torche moins les choses, on fait un travail ou des actions dans sa vie personnelle aussi de plus grande qualité. Il faut l'admettre. C'est pas toujours simple à admettre, mais pourtant, il faut l'admettre que ralentir, finalement, c'est aller plus vite. Il y a un grand jeu à faire. Si vous avez l'impression de manquer de temps pour des activités spécifiques, c'est une question d'organisation. Il y a des astuces pour ça, c'est pas un problème. Majoritairement, les gens ont plutôt tendance à avoir l'impression qu'ils courent après les minutes d'une manière globale dans la journée. Ça, c'est une question de perception temporelle. Et donc, ça montre qu'il faut ralentir. Et le premier jeu à faire, c'est de faire semblant d'avoir du temps dans sa vie. C'est-à-dire, si tu fais semblant d'avoir du temps devant toi, donc d'être calme, de ne pas courir, de ne pas dire « Ah, pardon, là, il faut que je fasse ça », bizarrement, tu envoies les bons signaux à ton cerveau et tu vas avoir moins de cortisol dans le sang. Et donc, tes fonctions cognitives sont plus à même de percevoir ce qu'il y a autour de toi et tu vas être plus efficace. Et donc, finalement, en faisant semblant d'avoir du temps, tu auras plus de temps. Mais c'est vrai que souvent, quand on va aller trop vite, moi j'ai l'impression que quand je vais aller trop vite, il m'arrive que des catastrophes. Ouais. Il y a tout qui tombe, il n'y a rien qui va. C'est exactement ça. Non, mais c'est le truc de « Ah là là, voilà, c'est là que je suis à la bourre, que je viens de renverser la bouteille d'eau, donc il faut que je ramasse, etc. » T'imagines, si tu avais fait semblant d'avoir le temps, tu n'aurais jamais fait tomber cette bouteille d'eau et tu ne serais pas dans cet état de nerf, en fait. C'est vrai. Et en plus, finalement, en faisant semblant d'avoir le temps et en ralentissant, peut-être que tu vas effectivement arriver à ton rendez-vous avec 5 minutes de retard. C'est pas grave, parce qu'en plus, tu auras prévenu ces 5 minutes de retard. Et ces 5 minutes de retard, fondamentalement, elles ne vont rien changer. En parler de santé mentale, c'est pas juste gérer des crises, c'est aussi cultiver son équilibre au quotidien, apprendre à s'écouter, à s'adapter. C'est vrai. Plutôt qu'à se forcer de rentrer dans une case. Est-ce que toi, tu as déjà eu des moments où ton mental y flanchait et comment tu t'en es sorti ? Ça m'est déjà arrivé de devoir faire de la jachère. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui va vous faire du bien durant cette jachère, combien de temps elle va durer et si vous en avez besoin. Moi, en général, ça se traduit par une période de 3 à 7 jours où je vais beaucoup dormir et où je ne vais pas foutre grand-chose d'autre que de faire des jeux vidéo. Okay. Et des jeux de société aussi. Et des jeux de vidéo, plutôt des jeux d'open world un peu large, style les 2 derniers Zelda, tu vois, ce genre de choses. Je vais faire beaucoup de cuisine pendant cette période. Je vais arrêter de commander si je suis à Paris ou des trucs comme ça. Je vais revenir à des essentiels comme ça, de mettre les mains dans la bouffe, mettre les mains dans la terre, faire des jeux, donc m'amuser en fait au sens littéral, ça fait du bien au cerveau de s'amuser. Et on ne peut pas toujours s'octroyer ces 3 à 7 jours comme ça, mais c'est important quand même de se le détecter et de s'octroyer au moins des moments de temps libre là-dessus. Et vous avez vu, dans ces moments de temps libre, c'est pas je prends mon téléphone ou machin, je fais des activités qui me font extrêmement plaisir. Je meuble pas. Et justement, est-ce que tu penses qu'on en demande trop à notre cerveau ? Non, je crois pas. Je crois qu'on n'en demande pas assez. Je pense qu'on le gave trop de choses qui le surstimulent. Mais en fait, lui, tout ce qu'il demande, c'est un temps de lecture, c'est un temps de sommeil, c'est un temps de découverte de la vie, c'est un temps de jeu de société avec des potes, c'est un temps de discussion avec ses amis. C'est ça qu'il demande, le cerveau. Ça ne le fatigue pas de faire ça, quoi.
Donc, c'est ça qu'il faut lui demander. Et justement, est-ce que tu as peut-être des méthodes simples pour nous apprendre à mieux gérer nos pensées, nos émotions, notamment quand, en fait, le cerveau il est en ébullition? D'essayer déjà de ne pas le laisser en mode automatique. Si on a beaucoup de pensées négatives, de faire des vrais stops mentaux et de se dire, attends, est-ce que c'est ce que je pense vraiment? Parce que notre cerveau est rempli de biais cognitifs qui nous font ces pensées-là. On peut s'inspirer, et j'adore les 4 accords Toltec, on peut s'inspirer de ça, c'est d'essayer d'avoir une pensée impeccable, parce qu'en fait, dire du mal en permanence, ça revient à boire du poison en espérant que ça empoisonne les autres, mais ça n'empoisonne que soi. Ne pas faire une affaire personnelle de tout ce qui passe, ne pas faire de suppositions qu'on n'a pas des données sur les événements et essayer de faire de son mieux. C'est déjà pas mal en vrai, comme principe de vie. Donc on peut essayer de faire ça et puis on peut peut-être essayer, si on a une grosse pensée en arborescence, d'avoir toujours des carnets avec soi, plutôt que son téléphone d'ailleurs, j'ai des carnets, pour se décharger mentalement. Parce qu'on sait qu'une idée, elle ne vient pas 2 fois. Elle vient aussi d'un environnement, d'une discussion, etc. Donc il faut savoir se décharger mentalement. Le cerveau, quand il sait que l'idée est notée quelque part, vraiment, il s'allège d'un coup. Donc voilà, faire ça. Et justement, pour finir, si tu avais un seul message à faire passer à un jeune qui se sent dépassé, fatigué ou en perte de repères actuellement, ce serait quoi? Déjà, qu'il ou elle n'est pas seul, parce que ça arrive à tout le monde, que malheureusement, être jeune aujourd'hui, c'est pas le plus simple. L'hyperconnectivité, les pièges de la connectivité, les pièges de la consommation dopaminique, du circuit de la récompense. Moi, le point commun que j'ai vu chez toutes les personnes relativement jeunes aujourd'hui, c'est une vraie conscience de tout ça, une vraie inquiétude et des vrais élans de culpabilité. Il y a pas mal de personnes de 50, 55 ans, 60 ans qui jugent les consommations des personnes plus jeunes. Je suis mort de rire, mais un rire jaune, quoi. Mais vous les entendez pas parler, hein. Ils sont pas heureux de cette situation, en fait. J'ai vu l'autre fois une vidéo horrible. C'est une très jeune fille. Elle doit avoir entre 8 et 10 ans. Et elle parle avec une psychologue et tout. Et puis la psychologue, elle lui dit alors, ton téléphone. Et puis la petite, elle dit oui, c'est vrai que moi j'ai un téléphone et que dès que je peux, je fais ça, nanani, nanana. Et je passe beaucoup de temps dessus pour rien. Et je sais que c'est pour rien, ça m'embête. Et la psychologue, elle lui répond, bah ouais, alors pourquoi tu fais ça? Et je suis là, donc on demande à une petite fille de 8-10 ans, pourquoi elle est responsable de la situation? Ça peut pas être du tout une fille de 8 ans. C'est déjà incroyable qu'elle se rende compte que c'est un problème. Mais le problème, c'est la mise en place de ce qu'ont mis ses parents, c'est l'éducation, c'est la société en elle-même, mais c'est certainement pas cette personne qu'on a mis dans ce système-là. Et c'est à elle d'identifier le problème et de le résoudre. Pour les personnes jeunes, étudiantes, là par exemple, actuellement, pour moi, c'est la même. Elles sont nées dans un monde où en fait des considérations de société et d'économie ont fait ce que c'est, et c'est certainement pas de leur faute. Donc c'est pour ça que déjà c'est déculpabilisé. C'est vraiment, vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas responsable de cette situation-là. On est d'accord avec ça, ne vous martelez pas ça, quoi. Et ensuite, malheureusement, vous êtes responsable des changements. On vous a pas aidé de ce côté-là. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que ces changements, ils ne sont pas si durs à mettre en place. Il y a des ruptures de manière de faire à faire aujourd'hui, mais cette responsabilisation, elle est nécessaire, quoi. Vous êtes vos meilleurs alliés. C'est pas si dur à faire, encore une fois que vous avez mis des ruptures dans des manières de faire. Non, on bouffe pas 7 épisodes sur Netflix avant de se coucher, quoi. Ça crée de l'épuisement mental. Vous faites ça pour compenser des choses négatives de la journée, mais c'est anormal. Si vous voulez vous faire un bel épisode de Netflix, faites ça sur un bel écran, pas sur le téléphone, et faites-le avant de vous coucher. Essayez de faire un 3-2-1 avant de vous coucher. Ça veut dire on mange pas 3 heures avant d'aller se coucher. Donc si vous vous couchez vers 23 heures, vous mangez vers 19h30 au plus tard. Aucune chose stressante 2 heures avant d'aller se coucher. Donc ça veut dire on commence à plus trop regarder les réseaux sociaux parce qu'on va lire des trucs qui nous énervent, on travaille plus, on n'est plus dans sa scolarité, plus dans ces trucs agaçants et plus d'écran 1 heure avant de se coucher. Je vous assure que ça change la vie, le 3-2-1 comme ça. Mais c'est relou à mettre en place parce que notre système de divertissement et de récompense personnelle, on l'a pas pensé comme ça. Pourtant, vous le faites 1 semaine et après, ça vous paraît extrêmement naturel. Ça devient une habitude finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut générer des bonnes habitudes. C'est la belle conclusion, Vic. Mais merci beaucoup, Fabien, pour cet échange. C'était vraiment très intéressant. On va juste terminer par le traditionnel blind test feeling. Un mot qui, pour toi, résume la complexité du cerveau. Arborescence. Un livre ou un film à nous conseiller. Time Out. C'est quoi l'histoire?
En gros, il a remplacé dans le film le concept d'argent avec le concept de temps. Donc, chacun, à l'âge de 25 ans, a un chrono qui se débloque sur le bras. Et tout le monde est potentiellement immortel. On ne vieillit plus à partir de 25 ans. Par contre, ce chrono d'une année, quand il est terminé, on meurt. Et assez rapidement, en fait, les gens vivent avec 24 heures devant eux. Ils travaillent pour gagner 24 heures. C'est la monnaie d'échange. Je peux t'acheter un café contre 3 minutes de vie. Donc, tout est échangeable contre la minute de vie. Et là, on se rend compte que le temps est notre bien le plus précieux. Et on s'en rend un peu moins compte quand on parle d'argent, etc. Mais en fait, c'est du temps de vie qu'on échange. Une phrase qu'on t'a dit ou un conseil qu'on t'a donné qui te booste? Écoute, je vais m'auto-citer. C'est chaud de faire ça en termes d'ego. Mais c'est une phrase que j'ai eue très jeune dans ma vie, qui a changé mon rapport à la vie. Et elle est irréfutable pour le cerveau. C'est 1 vaut mieux que 0. Pour les choses positives, évidemment. Si on prend ça pour les choses négatives, il ne faut pas être malin. Mais 1 vaut toujours mieux que 0 pour les choses positives. Je te prends un exemple bête. Si tu ne fais pas de sport, faire 1 pompe par jour, c'est nul, hein, mais c'est mieux que quand tu en faisais 0. C'est irréfutable. La dernière fois que tu as été très heureux? Là, aujourd'hui, en faisant un podcast. Parfait. Et pour terminer, une musique qui te met de bonne humeur? J'avance de Mano Solo. Parfait, mais merci beaucoup Fabien. Je t'en prie, avec plaisir, merci Vicky. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver les livres de Fabien dans la description, ainsi que ses réseaux. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites avec des psychologues partenaires grâce au dispositif Santé Psy étudiant. Rendez-vous sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr. Et nous, on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes et de nouveaux invités après une petite pause estivale bien méritée. Merci de nous avoir suivis pendant cette nouvelle saison, on a déjà hâte de vous retrouver. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale et mix Léo Westphal. À très vite!